L'épilogue pour certains sans-papiers de l'église Saint-Bernard. 4 d'entre eux ont déjà quitté la France dans un avion militaire. Les autres comparaissent devant les tribunaux. Jacques Chirac et Alain Juppé préparent la rentrée politique et sociale au fort de Brégançon. De nouveaux attentats en Corse, les premières rentrées scolaires lundi et des nouvelles de Claudie André D. Madame, Monsieur, bonsoir. Les premiers Africains de Saint-Bernard quittent le territoire français. 4 d'entre eux ont été conduits sur la base militaire d'Évreux en compagnie de 53 autres immigrés en situation irrégulière. Là-bas, un Airbus A310 de l'armée de l'air les attendait. Il a décollé à 19 h. C'est ce que confirme ce soir le ministère de l'Intérieur. Sur place à Évreux, nous allons trouver d'ici quelques instants Marie-Pierre Farkas. Marie-Pierre, vous êtes donc sur place. Il y a eu, semble-t-il, quelques heures entre manifestants et policiers avant le départ de cet avion. Oui, là vous voyez une base d'Évreux qui est une base aérienne très calme comme elle est d'habitude, puisqu'en général il ne se pose qu'un transal par jour. En revanche, on va faire un petit retour en images pour voir ce qui s'est passé dans l'après-midi et vous allez voir que là l'atmosphère était un petit peu plus tendue. Aux alentours de 15 h 30, des véhicules se sont placés sur le terrain, ont commencé à entrer en mouvement, des véhicules militaires. Et puis vous allez le voir sur cette image tout à fait au fond, juste après cette image des policiers qui sont en faction. Vous voyez l'autocar à l'intérieur desquels étaient les sans-papiers, et on nous confirme ici aussi qu'ils étaient 57 à bord, 14 Maliens, les autres étant zaïrois et sénégalais. Vous voyez qu'ensuite les images étaient impossibles à tourner, tous les véhicules militaires s'étaient mis devant. Exactement au même moment, aux alentours de 17 h 15, devant la base aérienne, il y avait une manifestation qui était jusqu'ici très calme, il n'y avait que 150 personnes, mais à 17 h 15, les policiers ont eu ordre d'intervenir et ça s'est passé de façon très musclée, avec des gens qui étaient plutôt pacifistes, et les policiers sont intervenus pendant un bon quart d'heure. Il y a eu, on dénombre ce soir, 3 ou 4 blessés légers. En revanche, vous allez voir là, c'est la période où les affrontements étaient les plus violents. En revanche, le maire adjoint de Gaillon a été blessé. C'est lui que vous voyez au sol en ce moment. Marie-Pierre, donc vous nous le confirmez, il y a donc eu un avion qui est parti d'Évreux et pour l'instant c'est tout, il n'y a pas d'autres vols en préparation. Pas du tout, c'est un Airbus A310 qui d'habitude sert au transport de troupes, qui a fait beaucoup de rotations sur la Bosnie. Et les seules informations que nous avons ici proviennent du président du comité de soutien des sans-papiers. Merci Marie-Pierre. Pour les autres sans-papiers évacués hier de l'église Saint-Bernard, les procédures administratives et judiciaires se sont poursuivies toute la journée, dans toute leur complexité. Certains, notamment les femmes et les enfants, ont été libérés dans la nuit du centre de rétention de Vincennes. Pour d'autres, les auditions ont commencé au palais de justice de Paris. L'une des porte-paroles des sans-papiers a été condamnée à 2 mois de prison avec sursis, alors que le procureur avait requis 3 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction de territoire. Le point avec Valérie Fourniou et Gilles Marinet. Scène de vie quotidienne au centre de rétention de Vincennes. Des immigrés arrivent menottés. Mais difficile aujourd'hui de savoir si parmi eux se trouvaient les expulsés de Saint-Bernard. Dans cette confusion qui a régné toute la journée, on repère tout d'un coup des cars transportant des Africains. Destination inconnue. En revanche, au palais de justice, quelques certitudes. Ce matin, 34 sans-papiers ont vu leur garde à vue renouvelée, dont les 10 grévistes de la faim. Et au sujet de 2 d'entre eux, leur avocate est inquiète, ils ne sont plus à l'hôpital. Moi, je demande immédiatement à Madame le procureur de la République, compte tenu de la gravité de la situation, qu'elle prenne une mesure de mise en liberté de ces personnes-là. Autre sujet de mécontentement des avocats, ils estiment n'avoir pu rencontrer leurs clients placés hier en rétention administrative dans des conditions normales. Les avocats ne pouvaient pas voir chacun un client, nous les voyions tous ensemble. Nous n'avons pas pu pénétrer dans les box qui sont habituellement réservés aux avocats. À 10 h, et bien à 10 h moins le quart, on nous a dit que maintenant il fallait sortir. Cet après-midi, une 60aine de personnes sont venues soutenir 46 autres sans-papiers qui comparaissent actuellement devant le tribunal de grande instance de Paris. Et pour les avocats, c'est également la confusion. Il nous manque un certain nombre de sans-papiers. Actuellement, on en a recensé un peu plus de 60. Nécessairement, il y en a d'autres ailleurs. Environ 15 autres sans-papiers sont actuellement devant la 23e chambre correctionnelle. Et parmi eux, il y a Aboubacar Diop, leur porte-parole. Le préfet, semble-t-il, retirerait sa requête sur la prolongation de rétention. Conséquence, il devrait être remis en liberté. Ce n'est pas certain. Madi Gensissé, autre porte-parole des sans-papiers, est condamnée à 2 mois de prison avec sursis. Elle vient d'être remise en liberté. Dernière certitude, les 53 femmes et 64 enfants de l'église Saint-Bernard ont été relâchés hier soir et déposés à leur demande devant une station de métro.
Et selon le ministère de l'Intérieur, 40 décisions de régularisation ont été prises en faveur des sans-papiers de Saint-Bernard en fonction de leur situation familiale ou sanitaire. Hier soir, des affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre devant le centre de rétention de Vincennes. Les heurts se sont poursuivis jusqu'à 2 h du matin environ. Il n'y a pas eu de blessés selon la préfecture, mais quelques arrestations. Il s'agissait en fait de la manifestation d'hier après-midi entre les places de la République et de la Nation qui s'est poursuivie jusqu'à Vincennes. De nouvelles réactions politiques à l'évacuation par la force hier matin de l'église Saint-Bernard. Bernard Kouchner, en ouverture des ateliers d'été de son mouvement Réunir à Avoriaz, s'en est pris aux lois Pasqua sur l'immigration qu'il juge inacceptables. Olivier Caroff et Nathalie Gallet. Merci. Je ne parlerai pas dans l'immédiat de l'immigration, sauf pour dire publiquement à Michel Rocard combien j'ai apprécié son point de vue dans le monde d'hier. C'est déjà ça. À Avoriaz, l'immigration ne figurait pas au programme officiel de l'université d'été de Réunir, l'association de Bernard Kouchner. Mais l'actualité et la présence de Michel Rocard a mis la question à l'ordre du jour. Le gouvernement se conduit très mal et déshonore notre pays. Cela étant, il s'était mis dans une seringue, puisque la loi, dite loi Pasqua, est non seulement cruelle, mais inapplicable, incohérente. Donc il faudra bien la changer. Et c'est cette loi qui aboutit à ces horreurs. Bernard Kouchner s'en prend lui aussi aux lois Pasqua, à abroger, dit-il, si la gauche revient au pouvoir, mais dénonce surtout les arrière-pensées supposées du gouvernement. Ils sont intervenus aussi vite au moment où leur majorité se fissurait, où l'UDF et un certain nombre de gens très respectables disaient « on ne doit pas traiter humainement les gens de cette manière ». Enfin, des visas provisoires étaient possibles. Le Conseil d'État avait ouvert la porte, on pouvait très bien attendre. Non, c'est une bêtise, vous allez voir, les journaux étrangers, la manière dont la France des droits de l'homme va être traitée. La France des droits de l'homme qui avait dans l'assistance un porte-drapeau un peu moins pessimiste. Je crois qu'il faut toujours lutter, continuer de lutter pour la tolérance et pour le respect des droits de l'homme. Mais ce que j'ai vu dans le peu que j'ai pu voir à la télévision, il y avait l'expulsion, mais il y avait aussi beaucoup de gens dans la rue et c'est aussi, tout ça c'est la France aussi. Cette affaire des sans-papiers fait bien sûr partie des questions abordées par Jacques Chirac et Alain Juppé à Brégançon. Le Premier ministre y a rejoint le chef de l'État pour un week-end de travail destiné à préparer la rentrée. Celle-ci s'annonce difficile. Les deux hommes doivent parler entre autres du budget, des réductions d'impôts promises et de la réforme de la fiscalité. Jean-Baptiste Prédali et Franz Vaillant. On ne voit pas grand-chose parce qu'on est quand même assez loin. À Brégançon, on en est réduit à scruter le fort. Et accessoirement le temps, plutôt changeant d'ailleurs. Vers midi, il était même pluvieux pour l'arrivée d'Alain Juppé. Et malgré la décontraction affichée du Premier ministre, c'était bien un week-end de travail qui commençait. Une rencontre au sommet, loin des caméras et des appareils photo. Et pour l'instant, aucune annonce à attendre, aucune apparition publique du président de la République et du Premier ministre ne serait même envisagée. Mais derrière la routine de Brégançon, il y a l'étude des dossiers, de la réforme fiscale à la défense, en passant par l'éducation, bref, ce qu'on appelle un tour d'horizon informel. Parmi les dossiers traités, l'immigration, en raison de l'actualité bien sûr, mais aussi parce que les lois Pasqua pourraient être adaptées à l'automne. Il y a aussi tous les sujets économiques et sociaux. Ici, à Brégançon, l'État prépare la rentrée. Et selon le baromètre IFOP, journal du dimanche, Jacques Chirac gagne 2 points et Alain Juppé 1 point avec 31% d'opinion favorable. Et puis parmi les thèmes abordés à Brégançon, la Corse, 4 attentats ont encore secoué l'île la nuit dernière, des actions non revendiquées contre des locaux de la direction départementale de l'équipement à Bastia et contre la permanence électorale de José Rossi, le président UDF du Conseil général à Ajaccio. Il y a comme un air de rentrée, bien sûr, la grande rentrée, ce sera le 3 septembre, mais de plus en plus, certains enfants reprennent le chemin de l'école un peu plus tôt. Ce sera le cas lundi à Croix-Saint-Ville, dans le Calvados. Leurs enseignants, eux, ont retrouvé leur classe dès aujourd'hui. Françoise David et Benoît Véran. Cette semaine d'abandon, mais la serrure n'est pas grippée. Les rideaux s'ouvrent normalement. La lumière s'allume sans problème. La petite école de Croix-Saint-Ville a repris aujourd'hui un peu de vie. Car ici, c'est dès lundi que les enseignants retrouveront leurs élèves. Depuis 5 ans, la semaine scolaire ne compte plus que 4 jours. Conséquence des vacances d'été raccourcies, mais pas de jalousie à l'égard des autres collègues. Je penserai à eux plus tard dans la semaine
quand on aura notre semaine de 4 jours. Et puis après tout, rentrer une semaine avant tout le monde, ça change pas grand-chose finalement. On a quand même derrière nous cette semaine de vacances. 4 jours, cela convient à tous. Enseignants et enfants ont tout le week-end pour souffler et des parents bénévoles ont organisé avec la mairie des activités artistiques et sportives le samedi matin. Certaines écoles expérimentent d'autres types de rythmes scolaires. La semaine est alors au contraire plus longue que la normale. Les après-midi sont en partie consacrés à des disciplines d'éveil. À Croissanville, 300 habitants, cela paraît irréalisable. Si on avait la possibilité véritablement de fonctionner sur 5 voire 6 jours, pourquoi pas, mais le problème qui se poserait à ce moment-là, ce serait le financement de ces activités qui ne pourraient pas être menées par des bénévoles comme c'est fait actuellement le samedi. Donc il faudra un budget supplémentaire que la mairie aurait du mal à nous fournir. 28 et viens chez moi. Ouais. Ultime vérification des listes, les livres et les cahiers sont prêts, les instits aussi. Le premier week-end de l'année scolaire aura été plus court qu'à l'accoutumée. Qu'importe, on se rattrapera la semaine prochaine. Non, ça Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à lundi. Et dans les magasins, c'est l'heure des courses, même si les fameuses listes n'ont pas encore été distribuées par les professeurs. Il faut acheter le reste et vous allez le voir, ce sont souvent les enfants qui décident. Reportage de Caroline Marie et Emmanuel Blanche. Léa a dit à sa mère que maintenant elle était grande, qu'elle choisissait elle-même son bureau. Mais bon, quand on a 3 ans, on n'est pas censé savoir qu'un livre se lit à l'endroit. La rentrée scolaire approche, avec elle l'occasion de réaménager la chambre des enfants. On vient en famille, acheter une étagère, un lit, et c'est finalement l'orateur le plus convaincant qui décide. On a des os pour que tout vienne. Qu'est-ce que tu voudrais pour la rentrée ? Bon, on l'aura compris, les parents sont de plus en plus à l'écoute des désirs de leurs enfants. Et les magasins le savent, ici comme ailleurs, on soigne la nouvelle petite clientèle. Les enfants ont une grande part de décision dans l'acte d'achat, c'est vrai. Et en fonction de l'âge, bien entendu, les tout petits, ils ont plus d'influence sur les parents. Maintenant, les enfants d'âge intermédiaire sont peut-être un peu plus réfléchis, mais ils ont toujours une influence importante sur les parents. Certains parents essaient pourtant de résister, de négocier. Exemple, l'achat d'un bureau pour la petite dernière. Tu veux de quelle couleur? Blanc. Blanc? C'est elle qui aura de toute façon le dernier mot, je crois. On essaiera de l'orienter, mais c'est tout, quoi. Et pour les vêtements, c'est pareil. Difficile de résister à des demoiselles un peu trop coquettes. J'ai fixé des limites quand même, mais bon, même en fixant des limites, ça va très vite. Hein. Car cette année, avec la réduction de l'allocation de rentrée scolaire, les budgets sont plus serrés. Et pour les parents, il est plus difficile de céder à la folie des grandeurs de leurs enfants. La rentrée toujours, ou plutôt le retour des vacances. Bison Futé avait annoncé un samedi rouge et il ne s'est pas trompé. Les autoroutes ont été particulièrement chargées. Il a fallu patienter. Un accident s'est produit entre Paris et Compiègne sur la Nationale 2 entre un camion et 3 voitures. 4 personnes ont été tuées et 2 autres grièvement blessées. François Privat et Bernard Bonarme se sont livrés à une expérience cet après-midi. La traversée de Bordeaux. Vous allez le voir, on a beaucoup discuté entre les voitures. 40 km de bouchons en accordéon. Ou comment tenter de contourner Bordeaux en direction de Paris. Une performance qui aujourd'hui demandait au moins 2 heures et beaucoup de patience par une voie habituellement dégagée et rapide. Galère. Ouais, on n'a pas fini, mais bon, ça va passer. Il y en a marre à Malte, il y avait moins de bouchons. C'était à Malte. Petite conversation d'embouteillage entre motards pour tuer le temps. C'est vrai qu'il s'en passe des choses sur la route des retours, des choses plus ou moins graves. Combien d'interventions à peu près? Sur autoroute, 7, 8. Centre-ville, bon, plusieurs. Un beau week-end. Un bon week-end. Aujourd'hui il pleut, donc pas de regret. Non, pas de regret, non, mais on devait rester jusqu'à demain ou après-demain. On est rentré ce matin parce que le temps était maussade. On regrette d'être parti ce matin, hein. On serait resté 2 jours de plus, il y aurait eu moins de circulation lundi. Et bien malgré elle, cette famille vendéenne a trouvé une solution pour sortir des bouchons, une circulation qui retrouvera sa fluidité aux alentours de 21h. L'enquête en Belgique sur les assassinats de Marc Dutroux, la polémique fait rage sur les protections dont il aurait pu bénéficier de la part de personnalités haut placées, d'autant que le procureur de Neuchâteau a laissé entendre qu'il espérait aller au bout de l'enquête si on le laissait faire. Valérie Hermite et Marie-Pierre Cassignard. Un informateur avait prévenu les gendarmes des activités de Marc Dutroux bien avant que l'on ne découvre toute cette affaire. Pourquoi a-t-on tant tardé pour aller l'interroger? Pourquoi le parquet de Liège dit ne pas avoir été informé de tout ce que savaient les gendarmes?
Cette spécialiste de la lutte contre le trafic d'enfants pose tout simplement la question: Dutroux a-t-il pu bénéficier de protection? Une hypothèse que Claude Lelièvre, qui travaille pour le gouvernement francophone de Bruxelles, ne peut exclure. Des politiques auraient pu protéger ce réseau-là. Tout est possible. C'est grave. Mais quand vous dites des politiques, on peut parler de tout. Quand vous voyez qu'on a arrêté il y a quelques mois un gendarme qui était à la tête d'un réseau de prostitution enfantine. Chaque jour, les médias belges apportent de nouveaux témoignages. RTL a interrogé une jeune femme victime d'abus sexuels durant son enfance. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que certains élus font partie de réseaux de pédophiles ou du moins en profitent? Parce que de manière personnelle, je peux l'affirmer. Enfin, le procureur chargé de l'enquête, à l'heure d'un débat télévisé, se met un peu plus le trou. On fera toutes les personnes qui seront identifiées seront poursuivies. Ça c'est évident. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Moi, je l'ai toujours dit, et si on me laisse faire, ce sera fait cette fois-ci. Voilà. Il n'en dira pas beaucoup plus. Mais le doute s'installe en Belgique. Y a-t-il eu des protections? Y a-t-il eu des pressions? Ou y en aura-t-il? À toutes ces interrogations s'ajoutent aussi les errements de l'enquête, selon les propres termes du ministre de la Justice, qui a demandé au procureur général près la Cour de cassation de mener une enquête sur l'enquête. Et les enquêteurs sont toujours à la recherche d'Anne Marshall et d'Evge Lambrechts, les deux jeunes filles enlevées il y a un an. On a parlé un moment de piste tchèque et d'un réseau de prostitution dans lequel elles auraient été envoyées. Interpol a été alerté. Jérôme Catala s'est rendu à Prague pour enquêter sur ces fameux réseaux de prostitution. La piste des deux jeunes filles belges disparues passe-t-elle par Prague? C'est possible selon les enquêteurs belges, car ici, comme dans l'ensemble des ex-pays communistes, la prostitution, celle des enfants aussi, ou les réseaux de pédophilie, se sont particulièrement développés ces dernières années. Et dans la capitale tchèque, on peut voir des adolescentes faire le trottoir. Alors, quand le directeur de la section tchèque d'Interpol a reçu les demandes de renseignements venues de Belgique, il a fait faire des recherches. Pour l'instant, elles n'ont rien donné. La police belge nous a simplement demandé à la fin de l'année dernière de l'aider à retrouver les jeunes filles enlevées sans nous donner beaucoup de précisions. Mais nous n'avons trouvé aucun élément qui pourrait démontrer qu'elles seraient sur le territoire tchèque. Et plus généralement, le directeur d'Interpol insiste sur le fait qu'il n'y aurait pas ici en pourcentage plus d'abus sexuels sur des enfants que dans d'autres pays comme en France ou en Belgique. Mais le tourisme sexuel a fait des ravages depuis plusieurs années, de même que la fabrication à moindre prix de magazines ou de films vidéo utilisant des mineurs. Des phénomènes bien connus des associations de protection de l'enfance. Il y a des enfants tchèques qui font ça pour l'argent, ou des tziganes. Mais on voit aussi des enfants de familles réfugiées venus des pays de l'Est qui n'ont rien et que l'on retrouve quelquefois sur les trottoirs. Mais ni ces associations ni Interpol n'auraient rencontré de cas de prostitution d'enfants venus de l'ouest de l'Europe. À Prague, on semble persuadé que les deux jeunes filles belges disparues ne se trouvent pas et ne se sont jamais trouvées sur le territoire tchèque. Malgré tout, un enquêteur de la police belge viendra ici après-demain, lundi, afin de déterminer avec ses collègues pragois s'il faut relancer les recherches ou bien au contraire abandonner la piste tchèque. En Tchétchénie, le général Liebed est peut-être en train de réussir son pari. Avec les séparatistes tchétchènes, il discute en ce moment d'un futur statut de la République caucasienne. Et pendant ce temps-là, le cessez-le-feu résiste toujours dans cette ville ravagée par 20 mois de guerre civile. Laurent Boussier. Des combattants tchétchènes qui dansent et tirent en l'air des rafales de Kalachnikov. Des soldats russes au repos mais qui restent vigilants. Malgré quelques incidents, le cessez-le-feu conclu il y a 3 jours entre les deux parties semble respecté. Mieux, un règlement global du conflit tchétchène serait en cours de négociation. Dans l'avion qui le ramenait pour la 3e fois de la semaine en Tchétchénie, Alexandre Liebed, secrétaire du Conseil de sécurité russe, était souriant. Dans sa main, le décret signé Boris Eltsine sur un accord négociable avec les représentants tchétchènes. Dans cet accord, chacun fait des concessions. L'armée russe s'engage à quitter tout le sud du pays. Les Tchétchènes, eux, seraient prêts à un compromis sur leur indépendance et des élections libres seraient organisées pour remplacer rapidement le gouvernement mis en place par les Russes à Grozny. Sur le terrain, les Russes auraient commencé à quitter la ville et des patrouilles communes ont même eu lieu.
Dans un camp improvisé au milieu des champs, 270 soldats russes ont rencontré 270 combattants tchétchènes. Différence d'attitude très nette, détendus, souriants, mais armés jusqu'aux dents, les Tchétchènes saluent au cri de Allah Akbar des Russes au garde à vous et visiblement crispés. Pour les uns, c'est la victoire, pour les autres, l'espoir de rentrer prochainement chez eux. Mais pour l'instant, ces patrouilles mixtes ont pour mission de faire respecter le cessez-le-feu, entré en vigueur vendredi dernier. Des nouvelles de la station Mir et de Claudie André-Deshaies. 5 jours après son arrivée à bord du complexe orbital, elle nous fait visiter son intérieur. Jean-Claude Alanic. Ça plane pour elle. Après une semaine en apesanteur, la Française est en pleine forme. Elle a même échappé au mal de l'espace qui touche la plupart des cosmonautes les premiers jours. Claudie André-Deshaies, qui travaille 12 heures par jour, a quand même eu un peu de temps libre cet après-midi pour nous faire visiter la station Mir. Voici par exemple la chambre à coucher des Russes, pratique et fonctionnelle. L'avantage en apesanteur, c'est qu'on peut installer un lit au mur et dormir debout. Oui, bonjour, c'est Michel Courtois. Ici, c'est le coin personnel de Claudie, sous la photo de l'homme de sa vie, Jean-Pierre Ingré, spationaute lui aussi, évidemment, les nounours qui ont fait le voyage depuis Baïkonour. Côté ambiance, tout se passe bien avec les 4 Russes et l'américaine Shannon Lucide, qui est là-haut depuis plus de 5 mois. Et maintenant, la cuisine, Claudie avait fait sa provision de tomates fraîches. C'est une jolie tomate rouge. Comment est-ce qu'on mange une tomate d'abord? On essaie de la manger proprement parce que le problème c'est que dès qu'il y a une petite goutte qui s'échappe de quelque chose, eh bien il faut aller à la pêche avec une serviette. D'ailleurs le samedi matin c'est le jour du nettoyage hebdomadaire de la station. Et puis ce soir, une autre expérience de jeunes, les jeunes de l'école hôtelière de Souillac qui nous ont préparé un repas. Et juste après cette liaison avec vous, eh bien on va mettre la table et on va faire un dîner français. Et oui, arrosé à la française, j'ai même amené du fromage dans mon voyage vers la station. Mais après avoir bu du Gewürztraminer vendange tardive, Claudie André-Deshaies n'ira pas se coucher tout de suite. Elle doit s'occuper jusqu'à 23 h des 180 œufs pondus par les 6 femelles salamandres qui participent à l'expérience fertile. Et à propos de cuisine, l'un des grands chefs de la cuisine française est en difficulté. Après Pierre Gagnère, qui a dû déposer son bilan à Saint-Étienne, c'est au tour de Marc Veyrat, un autre 3 étoiles à Annecy, d'en appeler à ses banquiers. Il ne peut plus faire face à son endettement. Benoît Gadret et Philippe Fivet. On le reconnaît avant tout à son chapeau dont il ne se sépare jamais. On le croise dans les alpages des Aravis où il cueille lui-même ses plantes, le secret de sa cuisine pleine de saveurs. Marc Veyrat fait partie du cercle très fermé des chefs détenteurs des 3 étoiles Michelin. Mais s'il est l'un des cuisiniers les plus inventifs de France, il est aussi l'un des plus endettés. Avec un emprunt de 48 millions de francs, songez qu'il lui faut rembourser 20 000 francs par jour pour honorer ses dettes. Je lance un appel aux banquiers parce que je suis comme tous les jeunes qui ont investi dans les années 90, dans les années économiques difficiles, et aujourd'hui on a de la peine pour faire face à la situation économique de nos établissements, c'est évident. Je crois que quelque part, quand vous êtes malade et que vous êtes dans une chambre de réanimation, il ne faut pas venir nous couper les tuyaux de réoxygénation au bout de 2 jours. En clair, Marc Veyrat demande à ses banquiers de renégocier à la baisse son taux d'emprunt de 12%. À ses clients, il ne fait pas mystère de ses difficultés et trouve en eux un soutien. Il faut absolument l'aider parce que, à mon point de vue, c'est un artiste comme un peintre ou un sculpteur ou tout ce que vous voudrez, c'est des talents qu'on doit aider. Le paradoxe est que le carnet de réservation du restaurant est complet. Alors pour accéder à son rang, Marc Veyrat, comme d'autres 3 étoiles, a peut-être vu trop grand, un sacré coup au moral pour cet homme de passion. Je pense que si on n'arrive pas à trouver une solution, j'ai sincèrement envie d'arrêter. Je ne suis pas amer, mais vous savez, je suis comme une bête blessée depuis très longtemps et à force d'être blessé, eh bien cette blessure ne se cicatrise plus et puis le pire s'entraîne. Marc Veyrat prend un risque certain à communiquer sur ses difficultés, à croire que cet homme n'a plus le choix, provoqué pour subsister et ne pas connaître le même sort que son ami Pierre Gagnère. En athlétisme, le 20e mémorial Van Damme à Bruxelles et le nouveau record du monde du 10 000 mètres pulvérisé par le Marocain Salah Issou, qui n'avait fait que pourtant que 3e aux Jeux Olympiques. En revanche, Marie-Josée Pérec, en baisse de forme, s'est inclinée sur 400 mètres pour la première fois de la saison. Laurent Frédéric Bollet. Il est venu, on l'a vu, on a compris. De retour d'Atlanta avec la médaille de bronze du 10 000 mètres,
Salah Issou, le Marocain, repart de Bruxelles avec un record du monde. Il y a des consolations qui pourraient être pires. Quand il a eu envie d'attaquer, il l'a fait. Quand il a eu envie de battre le record, il l'a fait. Et quand enfin il a vu le chronomètre, il l'avait fait. 26:38:09, presque 6 secondes de mieux que l'ancien record. J'ai attaqué 2 fois dans la course, mais surtout aux 7000 mètres. Et là, tout s'est bien passé. J'étais bien dans ma tête, j'avais même l'impression de voler. Depuis 3 ans, le record du 10 000 mètres a été amélioré à 5 reprises. Presque 30 secondes ont été gagnées. Pour Salah Issou, la prière de tout sportif a été exaucée. Le voilà le meilleur. Pour Michael Johnson, c'est déjà le cas. Alors on s'intéresse aux détails. Des chaussures violettes fluo ont remplacé le plaqué or d'Atlanta. Les apparences changent peut-être, pas le résultat. Une victoire sur 400 mètres, une de plus, mais le record du monde qui lui fait les yeux doux est encore trop dur. Dure aussi la soirée de Marie-Josée Pérec. Trop, c'est peut-être trop. La reine des Jeux ne se trouve plus aussi extraordinaire qu'à Atlanta. Battue par l'Australienne Freeman, c'est un des rares échecs secs de Pérec. Moralité, 15 jours de repos ont été décrétés. Pérec qui s'éteint, Patricia Djaté qui flambe. Embrasser la bague fétiche n'était pas trop pour battre le record de France du 1500 mètres. Djaté qui ne se classe que 2e, mais le record national est amélioré de plus de 2 secondes. Ceci compense cela. Les Paralympiques d'Atlanta, Christophe Duchiron et Frédéric Basile ont suivi le parcours de Bernard Saxé. Il y a 2 ans, il était cascadeur. Une mauvaise chute de cheval l'a rendu paraplégique. Et ça ne l'a pas empêché de remonter à cheval et de concourir dans l'épreuve de dressage. La différence entre le sportif du dimanche et le sportif de haut niveau, c'est parfois une question de physique, souvent une affaire de caractère. Bernard est paraplégique, adepte du yoga et champion de France de dressage équestre. Relaxation, méditation, réflexion sur sa condition. Mon accident a eu lieu il y a 2 ans, donc en 2 ans de temps, à être passé d'une vie totalement effondrée à se retrouver aux Jeux paralympiques, bon, bah, c'est déjà une aventure extrêmement magnifique et puis en même temps rapide. L'Amérique, c'est le pays du cinéma. Pour concourir, Bernard a tiré au sort un cheval de western. Allez, je dis merde. Depuis son accident, Bernard guide le cheval avec la tête, le torse et les bras, et puis c'est tout. Ça ne l'empêche pas de maîtriser sa monture, ni de dialoguer avec Dusty, sa petite jument complice. Agnès a suivi son mari à Atlanta. Elle s'occupe des chevaux des cavaliers français. Dans la reprise en musique, Bernard s'occupe plus de sa jument que de sa femme. Pas facile. Entre un cheval de compétition et le cheval de Buffalo Bill, il y a un monde. Et pourtant, avec le minimum, Bernard fait le maximum. On attend que les 8 soient passés. J'espère vraiment. Parce que, vu ce qu'on a donné, j'aimerais bien quand même en avoir au moins une. Son royaume pour une médaille, leur royaume pour un autographe. Saint-Bernard en idole des jeunes, une forme de consécration. Il aimerait signer pour une place sur le podium. Et le dressage, c'est comme le baccalauréat. On attend les résultats avec angoisse. Et quand ça arrive, c'est parfois la soupe à la grimace. 4e, pour moi, c'est nul. Pour moi, c'est la place, c'est la peau de banane sur la 3e marche. C'est la loupe, quoi. Finalement, le yoga, c'est mieux qu'une aspirine. Ça aide à oublier les déconvenues sportives. Jusqu'aux Jeux de Sydney, il reste 4 ans à Bernard Saxé pour se préparer. Au bout de la route, il y aura peut-être une médaille. Et en Formule 1, c'est Jacques Villeneuve qui partira en pole position demain sur le circuit de Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Il devance Damon Hill lui aussi sur Williams-Renault et Michael Schumacher sur sa Ferrari. Pour ceux qui sont encore en vacances, il est encore temps d'écrire, même si la carte postale n'est plus en vogue, parce que le timbre est trop cher, parce que écrire est fatigant et parce que le téléphone c'est si pratique. Nicolas Vinclair et Cécile Remlinger. Écrire qu'on s'aime, c'est d'un romantisme échevelé. Et comme les Français sont d'un naturel plutôt romantique, les cartes postales se sont vendues pendant des années comme des petits pains, 700 millions l'an dernier. Mais les éditeurs se font aujourd'hui un sang d'encre. Une baisse des ventes de l'ordre de 10%, il semblerait bien que les petits pains fassent un four. C'est que les temps changent et que la roue tourne.
prix élevé du timbre, concurrence du téléphone. Depuis que le bonheur est simple comme un coup de fil, on hésite à donner un coup de plume. Pourtant, les éditeurs ont rivalisé d'imagination. Si les vues touristiques représentent la moitié des ventes, l'autre moitié est faite de cartes fantaisie. On y marie souvent l'humour à la vulgarité. Vous trouvez pas ça cucu, vous, tous ces tétés? Ouais. Ça vous inspire quoi, ça? Ça, par exemple? Est-ce que c'est un des plus beaux paysages qu'on puisse avoir de l'île-Dieu, finalement? Non. Non? Non. Il y a mieux? C'est pour moi aucun intérêt, pour d'autres... La belle jeunesse. Dites-le avec des fleurs, expliquant aux gens qui s'aiment, ce serait pourtant déjà pas mal s'ils pouvaient le dire avec des mots. Les Français achètent en moyenne 5 cartes par an, c'est 4 fois moins que les Allemands, 20 fois moins que les Américains. Et qu'est-ce qu'on s'écrit? À vrai dire, pas grand-chose, à part moi ça va, toi ça va, nous ça va, et vous? Ça va? Dis bonjour les crevettes, ici on se marre bien, on fait du vélo et puis... Ma chère maman, comment vas-tu? Je suis à l'Île-Dieu. Juste un petit bisou, ça suffit. Tu dois sans doute bien savoir toi-même que ne serait-ce que témoigner entre artistes, écrivains, philosophes peut être grandement bénéfique pour les deux collègues camarades. J'en suis là. Oui, et c'est déjà pas mal, monsieur l'artiste, écrivain, philosophe. Ça change en tout cas un peu du « moi ça va, toi ça va, nous ça va, oui ça va ». Quoi qu'il en soit, chez les éditeurs de cartes postales, dont le chiffre d'affaires dépasse tout de même les 2 milliards de francs, on craint que la poule aux œufs d'or tombe malade, faute de plumes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. La météo, ce sera dans un instant avec Nathalie Riouet. Le dernier journal présenté par Christophe Tortora vers minuit. Laurence Piquet à 13h demain. Et quant à moi, je vous retrouverai aux alentours de 20h. Bonne soirée sur France 2.